Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir, dans 30 minutes, François Mitterrand et Jacques Chirac seront face à face sur le plateau du studio 101 à la Maison de la Radio. Le duel Mitterrand-Chirac, c'est d'abord un événement politique susceptible de modifier le comportement de certains électeurs. Nous allons y revenir. Mais c'est aussi, ne nous trompons pas, un événement médiatique. On estime que 25 millions de téléspectateurs, peut-être plus, seront ce soir devant le petit écran. Bernard Pons préconise la dissolution du FLNKS, impliqué, dit-il, dans les violences de ces derniers jours. AOVA, poursuite des négociations pour la libération des 22 otages. Le Parti communiste appelle à voter pour François Mitterrand au second tour. Ça n'est pas de gaieté de cœur, précise Georges Marchais, à l'issue de débats animés au comité central. Le chef de la Sala, l'armée de libération de l'Arménie, assassiné ce matin à Athènes. Agop Agopian pourrait avoir été victime d'une organisation arménienne rivale. Un revenu minimum pour tous, les candidats à l'Elysée l'ont inscrit à leur programme, mais le SMIC municipal pour les chômeurs existe déjà dans plusieurs villes. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Au terme de laborieuses tractations, François Mitterrand et Jacques Chirac vont donc se retrouver face à face ce soir à partir de 20h30. Depuis 1974, vous le savez, le face-à-face télévisé est pratiquement devenu l'épreuve obligatoire avant le second tour de l'élection présidentielle. Cette année, l'exercice est d'autant plus important pour les deux hommes que plus de 40% des électeurs se sont portés sur d'autres candidats lors du premier tour de scrutin. Quelle tactique vont-ils adopter? Allons-nous sortir du débat classique ou du discours politique traditionnel? Autant de questions qui sont en suspens ce soir, mais nous serons très vite fixés, dans moins d'une demi-heure. Concrètement, jetons tout de suite un coup d'œil sur le cadre du débat. La forme a elle aussi son importance. Véronique Auger. La réforme constitutionnelle, le rôle du président, la Nouvelle-Calédonie, pour 20 les heures. communistes. Cohabitation totale chez les deux journalistes qui ont révisé leurs questions toute la journée dans l'appartement de Michel Cotta. Cohabitation encore entre les deux réalisateurs choisis par les candidats pour veiller à leur image et Jean-Luc Léridon, le grand coordinateur de l'émission. Et pourtant, ce débat marque bien la phase finale de la cohabitation politique entre le président de la République et son Premier ministre. La preuve, il a fallu 5 heures hier pour négocier la couleur de la moquette, celle des murs et la forme de la table avec les représentants des deux impétrants. Ils se sont même interdits mutuellement les plans de coupe qui montrent le visage de l'un pendant que l'autre parle. Un plan de coupe, ça peut détruire par une seule intonation, un seul regard, un seul changement de visage, toute l'argumentation de l'autre. C'est là aussi une affaire sérieuse. Il faut faire attention. On n'est pas là pour faire les pieds au mur, on est là pour honorer la démocratie. C'est important. À 3 heures du début, une tension digne d'un combat de gladiateurs régnait sur le plateau comme si l'avenir de la France ne tenait qu'à une émission de télévision. Une médiatisation de l'élection présidentielle un peu trop forte au goût de certains. Le dernier de ce niveau remonte à 81 et un débat à ce niveau tous les 7 ans, ça donne quand même une importance peut-être un peu excessive. Il faut peut-être habituer les hommes politiques, les citoyens qui sont également téléspectateurs à une fréquence peut-être un peu plus grande pour atténuer l'importance de ces rencontres. En tout cas, les armes sont là, caméra et chronomètre, place au talent. Bernard Pradino, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct à la Maison de la Radio, à proximité du studio 101. Est-ce que les candidats sont arrivés, Bernard? Nous les attendons. Voici le premier candidat qui arrive maintenant, M. François Mitterrand, monte les marches de la Maison de la Radio. Quand je dis nous qui attendons les candidats, c'est plusieurs dizaines de militants de part et d'autre, plusieurs dizaines de confrères aussi de la presse internationale et régionale qui sont là pour suivre les péripéties de ce débat télévisé qui sera le moment le plus important de la campagne électorale. Vous avez dit 25 millions de téléspectateurs français, Henri. Il faut ajouter que grâce à TV5 et aux satellites,
Ce débat Mitterrand-Chirac sera suivi ce soir dans 23 pays européens et africains. Merci Bernard, on se retrouve tout à l'heure. L'un des dossiers les plus chauds du duel télévisé de ce soir sera incontestablement la crise qui secoue la Nouvelle-Calédonie depuis quelque temps. Sur place, les indépendantistes détiennent toujours 22 personnes en otage, mais on a appris ce matin que le patron du GIGN, que l'on disait lui aussi retenu otage sur l'île d'Ouvéa, servait en réalité d'émissaire et qu'il était libre de ses mouvements. Alors avant de faire un nouveau point de la situation, je vous propose d'écouter Bernard Ponce, le ministre des Dom-Tom. Il demande ouvertement la dissolution du FLNKS. Depuis que je suis arrivé sur le territoire, j'ai ouvert un dossier avec les éléments qui me sont fournis par la gendarmerie, avec les éléments qui me sont fournis par le parquet et avec les éléments qui me sont fournis par des déclarations publiques de certains responsables du FLNKS. J'ai ce dossier ici. Il est volumineux. Dans les minutes qui vont suivre, après vous avoir quitté, je vais transmettre ce dossier au Premier ministre en lui demandant de proposer au gouvernement la dissolution du FLNKS. Il suffit qu'il y ait un accord entre le président de la République et le Premier ministre pour convoquer à tout moment un Conseil des ministres qui peut inscrire à son ordre du jour un décret de dissolution du FLNKS. À l'hôtel Matignon, on précise que Jacques Chirac étudie le rapport et la proposition de Bernard Ponce. Le Premier ministre devrait prendre sa décision dès demain matin. Les déclarations de Bernard Ponce suscitent, vous vous en doutez, quelques réactions. Aujourd'hui, M. Yewene, qui est le numéro 2 du FLNKS, estime qu'une dissolution ne réglera pas la crise calédonienne et n'empêchera pas le peuple kanak de mener à son terme la lutte pour l'indépendance. Pierre Jox, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a déclaré pour sa part que le problème ne se posait pas en termes de dissolution. Et pendant ce temps-là, en Nouvelle-Calédonie, la situation est toujours très tendue. Il semble bien que le FLNKS attende une initiative du gouvernement avant de relâcher les 22 otages. Le retrait des forces de l'ordre et la nomination d'un médiateur sont une nouvelle fois mis en avant. Isabelle Bechler. Dans cette taupinière qu'est l'île d'Ouvéa, creusée de grottes de part en part, 22 gendarmes et un magistrat sont toujours aux mains d'une quinzaine d'indépendantistes armés, à 3 mètres sous terre. La grotte où ils sont prisonniers est repérée, 30 km environ, au nord de la localité de Fayaoué. Mais dans sa conférence de presse, le ministre excluait lui-même toute intervention armée pour des raisons de sécurité. Sur place, les gendarmes sont en phase de négociation. Le patron du GIGN, le capitaine Philippe Le Gorju, otage dans un premier temps, est devenu émissaire entre le chef des indépendantistes et le général Vidal, commandant supérieur des forces armées sur le territoire. Le capitaine fait des allées et venues entre les deux camps à l'aide d'un hélicoptère. Il a déjà obtenu un assouplissement de la détention des otages. Ils ne sont plus entravés. Ils ont pu écrire à leur famille. Certains gendarmes particulièrement éprouvés, 4 ou 5, pourraient être libérés. L'armée de son côté a relâché la pression en élargissant son périmètre d'encerclement. Mais à l'heure où l'on parle de dissoudre le FLNKS, l'enjeu semble se situer dans la négociation. Le gouvernement en place et monsieur le président de la République sont à même de choisir l'homme qu'il faut. En 1984, monsieur Mitterrand a choisi Pisani. Ce n'était pas par hasard qu'il a choisi Pisani. Je pense que actuellement, ils doivent déjà avoir pressenti l'homme qui peut venir discuter avec nous. Oui, vous l'avez compris, le FLNKS attend plutôt un geste du gouvernement et notamment l'envoi d'un négociateur dans les jours qui viennent. Violence également aux Antilles et plus spécialement en Martinique. L'attentat commis contre RFO, la station de radio et de télévision, vient d'être revendiqué par un groupe indépendantiste clandestin. Je vous rappelle que la nuit dernière, un commando d'une dizaine d'hommes a saccagé les locaux de la station. Dominique Verdeillan. 3 heures du matin, un commando de 10 hommes en treillis, armés et masqués, pénètre dans la régie télévision de RFO. Menaçant d'une arme le technicien de permanence, le commando, équipé de grenades d'exercice et de cocktails Molotov, met le feu aux locaux après avoir déversé un produit inflammable. Bilan de cet attentat, la régie a été soufflée par l'explosion, le plateau de télévision est inutilisable, le technicien a été blessé. Sur les murs, une signature,
22 mai 48. Derrière cette date, qui est celle de l'abolition de l'esclavagisme, se cache un groupe clandestin indépendantiste des années 70. Un groupe silencieux depuis de nombreuses années et qui déclare aujourd'hui dans sa revendication vouloir mener une lutte intransigeante contre le colonialisme et l'intégration européenne. À Fort-de-France, seule la production des émissions locales risque d'être perturbée. En revanche, le débat télévisé de ce soir sera diffusé normalement en Martinique. On l'a appris en fin d'après-midi, le chef de la Salah, Agop Agopian, a été assassiné aujourd'hui à Athènes, en Grèce. Agopian, qui était le fondateur de l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, aurait été assassiné, il faut parler au conditionnel, par un commando d'une organisation arménienne rivale. Je vous rappelle que la Salah avait perpétré l'attentat d'Orly contre le comptoir de la Turkish Airlines en juillet 83, attentat qui avait fait 8 morts et 56 blessés. Hervé Brusini. 2 personnages dissimulés par des cagoules. Ils sont armés de fusils à canon scié. Leur cible, l'homme qui s'apprête à monter dans cette voiture. 4 coups de feu claquent. Celui qui s'écroule mortellement blessé n'est autre que le patron de l'armée secrète arménienne, Agop Agopian. Dans un premier temps, les autorités grecques parleront de l'assassinat d'un businessman sud-yéménite. En fait, les papiers d'identité sont faux. C'est bien le responsable d'une longue liste d'attentats qui vient de trouver la mort. Exemple, le comptoir de la Turkish Airlines à Orly. Le 15 juillet 83, il y avait eu 8 morts et 56 blessés. Agopian était venu lui-même sur les lieux, préparer cet attentat quelques semaines auparavant. Des photos le prouvent. Objectif prioritaire de la Salah, frapper l'État turc. Issu des rangs des extrémistes palestiniens, c'est dès les années 70 qu'Agopian devient un chef terroriste. A-t-il été victime d'une faction rivale? Ses anciens complices disaient de lui qu'il était un dictateur gangster. Agopian mort, la Salah est maintenant décapitée. À Clermont-Ferrand, la grève se poursuit chez Michelin. Après plus d'une semaine de débrayage, ouvriers et direction semblent camper sur leur position. 2 images pour mieux comprendre la situation. Hier, la séance de conciliation, suscitée par le préfet du Puy-de-Dôme, s'est soldée par un échec. Ce matin, dans les ateliers, les grévistes ont décidé de bloquer les unités de fabrication. À Clermont-Ferrand, l'analyse de notre envoyé spécial, Christophe Martet. Journée porte close chez Michelin. 3 des 5 usines clermontoises du groupe ont été bloquées dès ce matin par les grévistes. Seuls 20% de la production a été assurée. Si l'augmentation de 20 centimes du salaire horaire reste le symbole de la mobilisation, les bons résultats de la manufacture, 125 millions de bénéfices en 87, ont renforcé la détermination des ouvriers. Chez Michelin, il y a toujours eu des spécialistes, des bons mots et des petites phrases. On nous disait autrefois, alors c'est plus ancien que moi, qu'il ne faut pas manger son blé en herbe. Ça veut dire en clair qu'il ne faut pas trop demander à l'entreprise. Plus l'entreprise est importante, mieux c'est pour tout le monde. En fait, l'entreprise a toujours prospéré, mais les salariés ils n'ont jamais eu leur dû. La direction rappelle qu'en 1987, la masse salariale a augmenté de 3,8%. Mais le système de calcul inclut les primes personnalisées et l'augmentation au mérite, ce qui explique que bon nombre d'agents ont perdu en pouvoir d'achat. En général, l'ensemble des salariés, dans leur déclaration d'impôt, ont déclaré moins annuellement en 1987 qu'en 1986. C'est ça la réalité de la pratique salariale chez Michelin. Au 15e jour du conflit, aucune négociation n'est prévue entre syndicats et direction. À l'image de Michelin, de nombreuses entreprises françaises renouent avec les bénéfices après des années d'austérité. Une situation qui pourrait conduire les syndicats à relancer l'action sur les salaires. Retour à la politique. Depuis cet après-midi, le candidat Mitterrand peut compter sur les voix du Parti communiste français. Au terme d'un comité central, parfois houleux, on en a parlé hier soir, André Lajoigny et Georges Marchais ont annoncé officiellement le désistement du PC en faveur du candidat François Mitterrand. Mais Georges Marchais a bien précisé que le désistement se faisait sans grande illusion. Écoutez-le. La décision du Parti communiste d'appeler à voter au second tour pour François Mitterrand n'implique aucun ralliement à celui-ci. Nous savons que sa réélection n'apportera pas l'amélioration à la vie des gens et du pays. Nous prenons cette décision parce qu'elle est la seule qui puisse empêcher la droite de s'emparer du pouvoir et l'extrême droite d'y accéder. Voilà, 20h14, oui pratiquement Bernard Pradino, on se tourne une nouvelle fois vers le studio 101, la maison de la radio en direct. On a vu l'arrivée de François Mitterrand tout à l'heure. Est-ce que Jacques Chirac est arrivé pour le débat, Bernard? Oui, les 2 hommes sont donc arrivés à 5 minutes d'intervalle. M. Mitterrand tout d'abord à 20h05, puis M. Chirac à 20h10. Alors tous les deux sérieux, sans qu'on puisse dire tendus. Il est vrai qu'ils ont préparé soigneusement l'un et l'autre ce moment de vérité. M. Mitterrand, par exemple,
Monsieur Mitterrand, par exemple, ce matin a évoqué le dossier de la Nouvelle-Calédonie avec ses collaborateurs, déjeuner tardif, puis promenade dans Paris, près de l'Élysée, semble-t-il. Monsieur Chirac n'a pas pris de rendez-vous pour aujourd'hui. Il s'est couché de bonne heure hier soir. Il a complété ses dossiers en consultant au téléphone ses ministres principaux dans l'après-midi, tout en travaillant lui aussi sur la Nouvelle-Calédonie. Dites-moi Bernard, vous avez pu discuter avec des membres de l'entourage des deux candidats. Dans quel état d'esprit sont-ils? Non pas les membres de l'entourage, mais les deux candidats, bien sûr. Henri, cette soirée est importante pour tout le monde, bien sûr. C'est quand même le combat des chefs, le duel avec cette originalité. Pour la première fois, le président de la République contre, si l'on peut dire, son Premier ministre. Alors, débat décisif, ni M. Mitterrand ni M. Chirac ne pensent cela. Il ne s'agit ni pour l'un ni pour l'autre d'un quitte ou double, mais les deux hommes souhaitaient, au fond, tous les deux, avoir une explication claire sur leurs intentions respectives devant les Français. Alors, tout à l'heure, 20h30, le débat télévisé Mitterrand-Chirac, le moment le plus important de la campagne électorale. Merci, rendez-vous est pris Bernard, à tout à l'heure. Arrêtons-nous quelques instants sur les grands dossiers de la campagne présidentielle, dossiers qui seront au cœur du débat de ce soir sur Antenne 2. Je vous le disais tout à l'heure, on évoquera sans doute la Nouvelle-Calédonie, les problèmes de défense, de l'immigration, on parlera encore de la place de la France à l'horizon 92. Mais plus concrètement, les deux hommes évoqueront aussi la mise en place d'un revenu minimum garanti. La proposition, qui figure à la fois dans le programme de François Mitterrand et dans celui de Jacques Chirac, suscite un intérêt non dissimulé, car elle concerne plus de 350 000 personnes, peut-être même plus, 400 000 sans doute. Certaines collectivités locales expérimentent déjà la formule, c'est le cas de Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Reportage Ève Mettet. Au début, les pauvres, c'étaient les personnes âgées. Pour eux, la mairie de Clichy, dans les Hauts-de-Seine, avait créé en 1980 une indemnité de 1 000 francs par mois. Mais bien vite, avec le chômage, la pauvreté a changé d'âge. Depuis 2 ans, la mairie a instauré un SMIC municipal, une indemnité basée sur un seuil de pauvreté de 2 800 francs pour une personne et 4 200 francs pour un couple. Deux conditions, il faut habiter la commune depuis 2 ans et être demandeur d'emploi. Il faut qu'ils soient à la recherche d'un emploi de façon active. Bon, on ne va pas aider des gens qui ont envie de rester chez eux, qui ne veulent pas travailler. Bon, par exemple, on aide les gens pour qu'ils se réinsèrent professionnellement. Au départ, on précise bien avec la personne qu'il s'agit d'une sorte de contrat, que nous, on aide cette personne, mais il faut que cette personne elle-même fasse des efforts pour se sortir de sa situation. Difficile pour une mairie bien intentionnée de revenir sur sa politique sociale. Et pourtant, de plus d'1 million de francs il y a 2 ans, l'enveloppe du SMIC municipal s'est trouvée réduite à 600 000 francs cette année. Il y avait 143 bénéficiaires au départ, 26 seulement 2 ans plus tard. Une restriction due à des modalités d'attribution plus sévères, certains bénéficiaires ayant tendance à s'installer dans l'assistance. Une réponse, hein. Je crois que la population est prête à faire un effort financier, enfin de solidarité, à condition qu'il bénéficie uniquement à ceux qui en ont besoin et non pas à ceux qui seraient les professionnels et les resquilleurs de l'aide sociale. Nous avons eu aussi parfois des expériences et nos services font preuve d'une grande vigilance vis-à-vis de ceux qui se présentent au guichet et qui n'ont pas besoin de cette aide. À côté du risque de trop donner à ceux qui abusent, il y a le risque de ne pas donner à ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui n'ont pas de domicile fixe, par exemple, ne peuvent pas remplir les conditions d'attribution. Alors, un revenu minimum au niveau national pour lutter contre la pauvreté, avec des modalités différentes. Les deux candidats l'ont inscrit à leur programme. L'application sur le terrain est une toute autre histoire. Voilà, je vous rappelle que l'expérience se déroule à Clichy, mais également dans une trentaine de communes depuis quelques mois déjà. Les télégrammes d'actualité, le commentaire est signé Isabelle Staes. La grève des marins britanniques s'étend. Plusieurs ports sont maintenant touchés par le mouvement déclenché à Douvres il y a 3 mois. De son côté, la compagnie P&O s'efforce de reprendre le trafic transmanche. 250 marins non grévistes sont partis hier à Rotterdam afin de ramener les navires immobilisés. En Afghanistan, l'explosion d'une bombe a fait 6 morts et 49 blessés hier dans un quartier populaire de Kaboul. L'engin était placé dans un camion immatriculé au Pakistan. La police accuse les ennemis de la paix, sous-entendu la résistance afghane.
Les premiers réfugiés afghans rentrent dans leur pays. Dans les zones proches du Pakistan, les soviétiques commencent à retirer leurs troupes. C'est dans la place aux Moudjahidines. Le processus de paix s'amorce avant même l'entrée en vigueur des accords de Genève. C'est en effet le 15 mai que commencera le retrait des 115 000 soldats soviétiques stationnés en Afghanistan. Sport, le choc des images. D'un côté, le football champagne, à l'image de l'équipe de France Espoir. De l'autre, un football terne, sans grande imagination, dans le sillage de l'équipe de France A. C'est triste. La juxtaposition des images se passerait presque, je vous le dis, de commentaires, Jean Mamère, mais je suis sûr que vous avez trouvé d'autres arguments pour faire la différence. Voyons cela. Deux images du football français. D'une part, celle de l'équipe de France A qui sort du terrain de Belfast sans gloire et sans enthousiasme. De l'autre, la joie d'une qualification pour les joueurs de l'équipe de France Espoir, celle d'un travail accompli et d'une mission bien remplie. Différences et oppositions qui se sont senties tout au long de la soirée sur le terrain. Les Français, timorés, un peu perdus sur la pelouse de Belfast, ne se sont jamais montrés vraiment dangereux. En revanche, les Espoirs, bien que menés 2-0 par les Anglais, ont montré un moral et un sens collectif extraordinaire ponctués par 2 buts de Cantona. Cependant, deux questions se posent ce soir. Ces espoirs sont-ils vraiment les grands de demain? Et pourquoi existe-t-il une telle différence entre deux groupes à l'effectif aussi riche? Voilà la grande énigme du football français. Voilà, et pour la petite histoire, je vous rappelle que l'équipe de France A a dû se contenter d'un très modeste match nul 0-0 face à l'Irlande du Nord hier soir à Belfast. Les Espoirs se sont qualifiés en faisant match nul 2-2, quant à eux pour la finale de la Coupe d'Europe. Les rapports du quartet et du tiercé, c'était cet après-midi sur l'hippodrome de Longchamp. On commence par le tiercé, 19 AC5, dans l'ordre 8478 francs 50, et dans un ordre différent, 1020 francs 50, pour 5 francs bien sûr. Le quartet, le quartet, on peut le voir le quartet? Parce que j'ai pas les numéros. Voilà, le 19, l'As, le 5 et le 13, dans l'ordre 69 016 francs, tout rond, et dans un ordre différent, 3096 francs 50, toujours pour 5 francs. Fin de ce journal. Dans quelques minutes, le face-à-face télévisé Mitterrand-Chirac. 1h50 de débat animé par Elie Vanier et Michel Cotta. Les deux candidats, vous les avez vus sur notre antenne à l'instant, sont arrivés il y a une dizaine de minutes sur le plateau du Studio 101. Le débat commencera à 20h30 dans quelques instants donc. Dans quelques instants, la météo avec Laurent Cabrol. Demain, dès 6h45, n'oubliez pas Télématin, animé par Roger Zabel. À 7h45, c'est Bruno Maigret, le directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen, qui sera l'invité des 4 vérités. À 13h, fidèle au poste, vous retrouverez le tandem William Lémergie, Patricia Charnelet. À demain 20h et merci de votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous.